Salut à tous. Salut les gars, Victor, Trésor. C'est comment Va l'équipe? Ça va quoi? Ça va. Hein. Très bien, Ça va. en forme. Toujours, en ce 1er mai. C'est calme. Ouais, c'est ça, on est lundi 1er mai, on profite pour enregistrer un nouvel épisode. Pour ceux qui connaissent pas, on est sur Pump, l'émission qui parle des sports de force, de la science au terrain. Donc on parle de street, de power, d'haltéro, aussi de préparation physique. Le but c'est que nous, l'équipe de MVT Future Coach, on puisse décrypter tout ce qu'il y a à savoir et à apprendre sur les sports de force, la nutrition et le lifestyle. Donc aujourd'hui on a 3 choses au programme. Une petite actu sur le kettlebell. On va parler du surentraînement. L'émission portera sur le surentraînement. Et on a, comme d'habitude, un petit versus en fin d'émission qui, comme vous le savez sûrement, a été organisé par Victor, puisque c'est notre perdant de la semaine dernière. C'est ça. Le Donc, combat va être bon. Je vais éteindre Maxime du coup. Ouais, faut qu'il prenne sa revanche, le pauvre, il s'est fait battre la première fois. On verra ça en fin d'émission. Là, en fait, ce dont on voulait parler, c'est en petite actualité, c'est la question du kettlebell. En fait, il faut savoir que la FF Force est une fédération qui regroupe pas mal de disciplines, dont la pratique du kettlebell en compétition. Est-ce que vous avez déjà vu ça en salle, sur les réseaux, quelque part, des gens qui pratiquent cette discipline-là? Moi en salle non, mais sur les réseaux, ouais, je suis un mec qui s'appelle Nicolas Jenotte et qui fait des compétitions, donc il est champion du monde même dans sa catégorie. Ok, du coup, pour expliquer, c'est quoi le principe de cette discipline, de ce que vous avez compris? Moi, de ce que je voyais, il faisait un maximum de reps à une certaine charge, donc avec un certain kettlebell en un temps donné, donc tout simplement. On dirait que c'est un peu de l'endurance de force, j'ai l'impression. C'est un peu ça. Ouais, ça ressemble un petit peu à du crossfit isolé, quoi. Ouais. En fait, si on vous parle de ça, c'est parce qu'il y a une compétition tout récemment et que sur les réseaux, sur le compte Instagram de la FF Force, ils ont partagé certaines performances. Du coup, je vous invite à aller voir, c'est quand même impressionnant. Même s'il y a peu de gens qui pratiquent ça, il faut se dire qu'ils ont des kettlebells jusqu'à 34 kg, il me semble, 36. Ouais, je crois. Et que des fois, ils doivent faire un maximum de reps en 10 minutes. Du coup, il y a 3 mouvements. Il y a le jeté à 2 bras, l'arraché à 1 bras et l'épaulé jeté à 2 bras. C'est ça, ouais, exactement. Et en fait, moi, en vrai de vrai, moi, ça me donne envie d'essayer pour me rendre compte un petit peu de l'effort. Non pas que ce soit très intéressant à regarder. C'est, je pense, la discipline de force la moins stimulante à suivre. Mais en termes de performance, ça reste intéressant et on est toujours sur une discipline de force. Ouais, Donc, ouais. Nous, on est obligé, on se doit d'en parler parce que on essaie de comprendre un petit peu tous les enjeux autour des sports de force, les différentes disciplines, les différentes compétitions. Et du coup, on a découvert ça. Ça fait longtemps qu'on voit ça, mais on a essayé de s'intéresser un petit peu à ça. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, des compétitions qui se font sur ça? Alors, je crois, d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs types de compétitions. Je crois qu'il y a des épreuves de 5 minutes. Ensuite, il y a aussi des compétitions qui se font sous forme de relais. Et il y a aussi des triathlons, il me semble, que tu peux pratiquer du coup en kettlebell. Ça a l'air assez intéressant, comme tu disais, Maxime. Je pense que c'est une discipline... personnellement, je ne connais pas trop. C'est la première fois que j'en entends parler. Je pense que c'est une discipline à ne pas négliger, franchement. Après, pour avoir jamais vraiment fait de kettlebell, pardon, je galère à le dire, ça a l'air assez complexe. Franchement, ça a l'air assez complexe, assez technique. En fait, c'est de l'haltéro. Ouais, c'est de l'haltéro, mais sous une autre forme. Enfin, c'est de l'haltéro un petit peu plus grossier. C'est pour ça que je parlais de CrossFit. C'est que l'enjeu n'est pas de porter très très lourd. L'enjeu est de faire beaucoup de reps. Ouais. Si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Sur les trois différentes épreuves. Du coup, si vous regardez, il y a des gens. Là, ce que j'ai sous les yeux, en fait, c'est une vétéran en moins de 68 kilos qui a fait
172 répétitions à l'arraché, donc en moins de 10 minutes, hein, À combien de kilos? avec un kettlebell de 12 kilos. Ah ouais. Et en fait, nous qui sommes habitués à faire de la force, avec du coup des séries plutôt maximum 20, enfin, en fait, je sais pas combien vous faites de reps quand vous travaillez, mais moi je dépasse rarement les 20 répétitions. Ouais, pareil, hein. Là, se dire que la fille a fait 172 reps sur le même mouvement, Ouais, c'est non-stop. Surtout une vétéran, tu vois. Ouais, non, mais en vrai, c'est impressionnant. Moi, Ouais. je me demande vraiment ce qu'on donne sur ça. Mais ça donne des idées, en vrai. Il faut qu'on teste. Ça pourrait être. Si un jour faire on sous fait forme de challenge. Ouais, hein, c'est ce que franchement. j'allais dire. Si un jour on fait des petits challenges, on testera, hein. Ouais. Le but, c'est de voir ce que ça donne, les disciplines de force. Donc là, du coup, c'est du crossfit, je dirais, avec une partie haltéro, mais où le but, c'est de faire le maximum de reps en un temps imparti. Nous, ça nous parle un petit peu moins parce qu'on est plus sur des efforts maximaux en termes de charge, plus qu'en termes de répétition. Mais pour autant, c'est intéressant de voir le travail qu'il y a derrière ça, parce que même s'il y a peu de gens qui pratiquent ça, peut-être qu'un jour, ce sera un petit peu plus populaire, sûrement grâce au CrossFit. C'est le CrossFit, hein, qui met beaucoup de disciplines de niche en lumière. C'est vrai. Mais là, je vois, moi, sur le site de la Ligue des kettlebells IKMF, genre ça, je pense que ça pourrait être un truc qui pourrait nous intéresser, parce qu'en gros, c'est avec 2 kettlebells, c'est en gros 3 minutes par mouvement et 3 minutes de récupération. Donc sur les 3 minutes par mouvement, il faut faire le maximum de reps. Ouais, De c'est chaud. kettlebell. En vrai, mais tu vois, c'est c'est stimulant. long. Ouais, mais c'est stimulant parce que C'est sur quel mouvement, t'as dit? les 3 mouvements, donc ceux que tu as cités. Ok. Arracher un bras, Ouais. 2 bras, et non, épaule jeter 2 bras. C'est arracher un bras, Ouais. jeter 2 bras et épaule jeter 2 Ouais, bras. c'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, c'est chaud, Ça hein. peut être chaud. En vrai, ça doit être pas mal à tester, hein. Ça va se Franchement. passer là. Bah, ça s'est passé là en avril. Et il y avait aussi ce que tu avais parlé, la marathon kettlebell, où là c'était 30 minutes, mais avec un kettlebell. Juste Wow. un kettlebell. Ouais, 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Maximum de reps, c'est chaud quand même. Ah Ouais. À la fin, C'est chaud de ouf. chaos technique. Impressionnant. Bon, du coup, on testera ça juste pour le challenge. Je pense que ça va faire quelques blessures parce que si on n'est pas initié à l'haltéro, ça tire quand même sur les bras, hein. Ouais, non, je Ça pense, tire hein. sur les bras. Le but, c'est de bien utiliser ses leviers, de bien utiliser l'élan des hanches pour pas ressentir le poids dans les bras. Mais franchement, accumuler beaucoup de reps comme ça, ouah, tu en ressors pas indemne, à mon avis. Si on fait ce genre de challenge, après, on va être un petit peu KO. Ouais, je pense aussi, hein. Mais à tester. À tester, ouais. Mais du coup, voilà, c'était notre petite actu du jour. On voulait mettre en lumière une discipline de force qui, je sais pas si elle mérite d'être plus connue, mais C'est récent ou pas? Vous savez pas? non, ça fait longtemps que c'est affilié à la FF Force, hein. Ah ouais. C'est juste que ça intéresse moins. Je pense que les gens qui sont sensibles à ce genre de discipline, ils vont faire du CrossFit parce que Ouais. c'est un peu plus ludique. Il y a une vraie communauté autour du CrossFit, du coup c'est moins redondant. Mais si vous faites du CrossFit et que vous voulez avoir un record du monde, bah, allez faire cette discipline. Je dis pas que le niveau est pas élevé, hein, je dis juste qu'il y a peu de concurrence, du coup les records établis sont pas, à mon avis, pas encore très, très élevés. Voilà pour la petite actu du jour. Sûr. Maintenant, on va passer à notre sujet principal, Le surentraînement. le surentraînement, exactement. Qu'est-ce que c'est le surentraînement pour vous? Alors moi je dirais que c'est tout simplement une accumulation de fatigue physique et psychologique et Ok. qui Ouais, c'est pas joue mal. sur la performance sportive. Pour moi c'est ça, hein. Ouais, Trésor? Bah, je dirais pareil, mais je dirais que ça se diagnostique réellement de manière médicale. Mais c'est à peu près ça, hein. C'est un petit peu, genre, on va dire, une baisse des capacités de l'athlète, donc psychologiques et physiques, et qui ont du mal à se restaurer. Donc, voilà. Ouais, donc en fait, il faut savoir que la définition va être différente selon les psychologues du sport, hein. Mais ce qu'on peut lire, effectivement, c'est qu'il y aurait un excès d'entraînement sportif qui serait préjudiciable à la performance. C'est-à-dire que ça va nuire à notre progression. Moi, j'ai un bouquin sur la préparation mentale, hein, qui parle un petit peu du coup de l'aspect psychologique de la chose. Les auteurs parlent dans ce livre-là du coup du fait que l'entraînement périodisé, c'est ce qui est le plus répandu du coup dans la préparation de tous nos athlètes, où le but, on va avoir une charge d'entraînement à haut volume et à haute intensité, suivie d'une charge d'entraînement plus faible. On parle d'étapes
de repos ou période d'affûtage. Et en fait, la charge d'entraînement à haut volume, elle est nécessaire pour induire la fameuse surcompensation, la progression. Et ce qui va faire qu'on est en surentraînement ou pas, c'est si cette charge d'entraînement à haut volume va induire une baisse des performances ou une hausse des performances. Ok. Donc c'est un petit peu compliqué à prévoir, hein. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ça dépend des gens. À charge d'entraînement égale, il se peut qu'il y ait des gens qui aient des progrès, il se peut qu'il y en ait qui ne progressent pas, qui stagnent, et à l'inverse, il se peut qu'on observe une régression des performances. Donc faut vraiment se dire que la notion de surentraînement est relative. Est-ce que vous avez une idée des symptômes qu'on peut avoir ? Suite à du surentraînement. Bah, c'est pas suite, hein. Les gens se disent que Ouais, non, c'est un processus qui dure dans le temps. ok. Du coup, quand on est en surentraînement, quand on a un syndrome de surentraînement, Bah, c'est quoi les symptômes qu'on va Il va avoir y avoir de la fatigue, ça c'est sûr. Fatigue Fatigue. un petit peu, on va dire de manière un peu chronique. Je dirais un état un peu dépressif Ouais. qui peut s'installer. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est que ça c'est un petit peu associé au burn-out, le burn-out du sportif. Carrément. Et c'est pour ça que, ouais, c'est ça. En général, découle d'un surentraînement un burn-out. Du coup, vraiment, faut En fait, essayer de bien contrôler ça. mais après, c'est parce que c'est un peu logique, parce qu'en gros, on est un peu dans un cercle vicieux, dans le sens où on remarque que nos capacités de performance diminuent. Du coup, on va dire on culpabilise, on a un état un peu psychologique par rapport à ça qui va être un peu compliqué. On est frustré, Du tout coup, ça. on est frustré, et du coup, tu rentres un petit peu dans ce cercle compliqué, tu vois. Ouais, du coup, faut vraiment dire que le surentraînement, même si ça se diagnostique, hein, on peut en observer des symptômes. On parle de syndrome de surentraînement parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en compte, hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas de marqueur unique du surentraînement. Non, ouais. Les évaluations, elles sont toujours subjectives. Enfin, en tout cas, les évaluations subjectives, elles sont très importantes. Faut être encadré pour ça. C'est compliqué quand on n'est pas suivi de se dire là, je suis en surentraînement. Parce que, des fois, oui, on s'entraîne plus pour pas forcément des progrès, mais dans la mesure où la performance est plus oscillatoire, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est pas pour autant qu'on est en surentraînement. Il faut vraiment se dire que être encadré par un professionnel, un psychologue du sport, un médecin du sport, c'est très important pour ce genre de choses. Non, en fait, ce qu'il faut mettre en avant dans le surentraînement, c'est qu'au-delà de l'aspect physique, où il y a effectivement une baisse des performances, c'est l'aspect mental. C'est vraiment le fait que c'est associé à des symptômes dépressifs, le fait qu'on va avoir une baisse de motivation, parfois un désintérêt pour notre propre discipline. Mais ce genre de désintérêt, par exemple, ça peut venir justement d'éléments extérieurs à nos vies de tous les jours, par exemple. Ouais, alors c'est intéressant, ça me fait rebondir sur ça, c'est que il y a des facteurs de risque, enfin des choses qui peuvent prédisposer à avoir du surentraînement. La base, c'est une trop grosse charge d'entraînement. Okay. Il faut se dire que plus la charge d'entraînement augmente, plus les symptômes du surentraînement vont augmenter. Ça, c'est facile à s'imaginer, hein. Donc, c'est vraiment le facteur principal, on va dire. Après, il y a d'autres choses, et c'est là où il faut faire attention avec le burn-out, la définition du burn-out. C'est que le surentraînement, ça peut être du coup associé à un état psychologique, des troubles de l'humeur, un état psychologique de dépression plutôt. Et ça, ce serait associé à une forme d'isolement. On sait qu'il y a des sportifs qui sont isolés de leur famille parce qu'ils sont obligés de s'entraîner dans des centres particuliers. Il y a aussi la pression financière, hein, évidemment. Aussi, oui. Et aussi, plus simplement, le fait que des fois, enfin de plus en plus, nos sportifs commencent à s'entraîner très très jeunes, parfois dès 5 ans. Et du coup, en plus de se retrouver isolés de leur famille, ils ont une carrière plus longue, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ont plus le temps de se dégoûter de la discipline, entre guillemets, ou d'être confrontés à différentes épreuves qui font que ça dégoûte du sport. Mais après, tu vois, ce qui est bien aussi dans ce genre de choses, par exemple, quand tu commences très tôt les sports,
tu peux aussi, comme on disait, accumuler une forte. Tu sais accumuler de l'entraînement, tu vois, et du coup, ta surcharge d'entraînement, elle sera diminuée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, ouais, c'est ça. Je vois ce que tu veux Ils dire. sont entraînés à avoir beaucoup de volume d'entraînement, et peut-être que ces personnes-là, justement, sont moins. Moi, je pense, Trésor, tu vas me retrouver si je dis ça, mais en gros, le surentraînement, ça serait avoir une charge d'entraînement qui dépasse la capacité de récupération. Ok. Et c'est pour ça qu'on parle de notions un peu subjectives, c'est que ça dépend vraiment des gens, et même si on peut l'estimer, euh, ta capacité d'entraînement, on ne sait pas vraiment la quantifier, la mesurer. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, c'est vraiment relatif. C'est vraiment se dire, Individuel. grossièrement, si tu n'arrives pas à accumuler 30 séries par groupe musculaire par semaine, c'est que ta capacité d'entraînement, qui du coup est associée à ta capacité de récupération, elle est un petit peu en dessous de ça. D'accord. Mais encore une fois, pour modifier ça, tu peux améliorer ta capacité d'entraînement, que ce soit par l'entraînement grossièrement, ou juste améliorer ta capacité de récupération. Aussi. Ouais, c'est sûr. La récupération qui a un grand rôle dans. Ouais, on en a déjà parlé, mais la récupération, ça se travaille tout autant que l'entraînement en lui-même. Mais après, moi, j'aimerais bien revenir sur un des points que tu as évoqué tout à l'heure, parce que tu disais un petit peu sur l'environnement. Ouais. Et ça, c'est important parce que je ne sais pas si vous avez été familier avec les notions psychologiques de Hans Selye. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le père du stress. Ouais, voilà. Et en gros, lui, il avait expliqué donc avec l'adaptation générale au stress. Et en gros, ce qu'il expliquait, c'était un peu ce que tu as évoqué. En gros, comment dire, les capacités d'adaptation à un stress, elle va se refléter par la somme de tous les facteurs de stress appliqués. C'est-à-dire qu'en gros, nous on a un peu l'impression on essaie de séparer un petit peu les choses. On a l'impression que l'entraînement, c'est le seul stress que l'on applique tous les jours. Alors qu'en gros, lui, il avait fait une expérience sur des souris. En fait, il avait remarqué qu'en gros, vraiment, les capacités d'adaptation dépendaient un petit peu non seulement du stress appliqué. Donc, je crois que c'était par rapport avec une expérience sur une température basse. Donc, on voulait voir les capacités d'adaptation par rapport à ça. Mais en fait, il remarquait qu'en gros, cette capacité-là était influencée par tous les autres facteurs, donc, c'est-à-dire de l'environnement. Et en gros, lui, en fait, ce qu'il expliquait, c'est que il y avait trois points clés à l'adaptation au stress. Donc c'était ce qu'il appelle la réaction d'alarme. En gros, ça c'est la première étape donc, de l'application du stress. Donc là où ce qu'il va y avoir, c'est en général une dégradation des tissus. Il va y avoir un taux de cortisol qui va être plus élevé. Et ça c'est un petit peu les points les plus importants. Donc ça c'est vraiment lorsque le stress s'applique. Ensuite, si tout se passe bien, donc en général c'est ce qu'on recherche avec l'entraînement, ça va être donc cette capacité d'adaptation. Donc où en gros le corps tout simplement va diminuer un petit peu ce symptôme de stress, et donc en fait on va pouvoir appliquer un tout petit peu plus de stress pour créer une nouvelle adaptation. Et en fait si ça c'est vraiment dans le cas où on respecte un petit peu la tranche entre la dose minimale effective et la dose maximale effective. Donc ça c'est tout simplement les capacités de l'athlète. Et en fait si vraiment l'athlète a du mal à non seulement récupérer et à s'adapter à ce stress-là, on va passer dans l'étape qu'il appelle donc l'épuisement. C'est tout simplement, en gros, les adaptations ne se créent pas, et donc on revient à l'état d'alarme. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas d'adaptation, et il y a tout simplement une fatigue importante. Donc en gros, c'est vraiment comme ça qu'il expliquait les choses. Du coup, c'est pour ça qu'il faut se dire que vraiment l'environnement joue un rôle très important dans tout ça. D'accord. Même des fois, sans s'en rendre compte, par exemple, on ne sait pas que notre environnement est en train de jouer sur nous. Ouais, voilà, parce qu'en fait, il faut vraiment dire qu'on est le fruit des interactions qu'on a avec notre environnement. Parce que nous, on a tendance à distinguer un petit peu. Donc on se dit, le stress de l'entraînement, c'est un stress à part, et on doit juste s'adapter à ce stress-là. Ouais. Mais il faut se dire que tout ton environnement, donc si par exemple il est stressant, ou si par exemple, je sais pas, t'as une pression au travail, peu importe. Ça va se refléter sur un peu tout. En fait, ça va impacter tes capacités de récupération et d'adaptation. Et en gros, la somme de tous ces stress-là vont déterminer toi ta capacité à t'adapter. Et en fait, si avec tous ces stress-là, tu dépasses cette capacité d'adaptation, en fait, tu peux potentiellement, pas forcément rentrer dans un surentraînement directement, mais rentrer dans un état un petit peu de fatigue un peu chronique et d'épuisement. Ce qui va t'amener au surentraînement, et du coup. C'est ça, c'est compliqué aussi. Par contre, moi, je vais mettre une petite réserve sur ça, c'est que
on n'entre pas dans le surentraînement. Ouais, Ouais. C'est vraiment un syndrome dont on observe quelques symptômes et on va dire que plus tu augmentes ton stress, du coup, plus tu augmentes tes chances d'observer des symptômes du surentraînement. Mais ouais, c'est bien ta réflexion, Trésor, parce que ça fait écho à ce que dit Broussal, à ce que dit beaucoup Broussal Derval, le préparateur physique, là, Aurélien. C'est que le coaching, il se fait à 360 degrés. C'est que tu ne peux pas prendre en compte seulement ce qui se passe dans ta salle d'entraînement. Tu dois aussi prendre en compte ce qui se passe autour de ton athlète, de ton coaché, et essayer de tenir compte de tous les facteurs qui peuvent influencer sur sa performance, sur son état, etc. C'est pas une personne qui vient et qui existe seulement dans le cadre de ta séance, c'est une personne qui est le fruit de tout ce qui s'est passé dans sa journée avant de venir à ta salle, de tout ce qui s'est passé dans sa semaine, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la pression financière, on en parlait. Hein. Du coup, c'est des facteurs de risque au surentraînement, au burn-out. C'est que toutes ces choses-là entrent en compte et peuvent avoir une influence négative sur ta performance, du coup, sur ton athlète. Okay. Et pour ceux qui veulent creuser sur la notion de stress, la référence encore maintenant, du coup, c'est lié, tu l'as bien dit, hein, SELYE, qui il me semble que c'est en 1936 qui a commencé à parler de stress, la notion du stress, où il a bien mis en avant le fait que c'était un rapport d'interaction entre les forces extérieures du coup de l'environnement et nos capacités internes. Donc c'est très important de mettre ça en avant parce que c'est effectivement le surentraînement est effectivement une question de stress. Par rapport au diagnostic, est-ce que vous savez comment on fait pour poser le diagnostic dans le surentraînement ? Moi je sais qu'il y a des marqueurs biologiques qu'on peut évoquer rapidement par rapport au surentraînement. C'est pour ça que c'est important ce que tu disais, c'est que on rentre pas dans cet état-là, c'est vraiment un syndrome et ça se diagnostique, donc il y a vraiment des marqueurs biologiques qui s'analysent. Moi je sais ce qu'il y avait, donc c'était tout simplement une altération de la fonction neuro-endocrinienne, donc ça c'est par rapport au système hormonal. Donc au niveau de vos hormones, il va y avoir on va dire une altération tout simplement. Il y avait aussi ce que je savais, donc il va y avoir des marqueurs qui sont importants, donc notamment, et on le sait, en général, ça va être la créatine kinase qui va se retrouver dans le sang. Et en général, on sait que lorsqu'elle se retrouve en quantité importante dans le sang, c'est soit le reflet d'une altération de la fonction du myocarde, ou soit même une altération des fonctions du muscle. Donc ça peut être problématique. Il y avait aussi au niveau sanguin, donc des taux de troponine du myocarde qui sont importants. Donc ça en général c'est tout simplement le reflet aussi d'une altération qui peut être soit problématique au niveau cardiovasculaire et tout simplement du muscle du cœur. Il va y avoir aussi ce qu'on avait évoqué, hein, en général une dégradation des tissus, donc ça va être un catabolisme important, donc le rapport entre synthèse protéique et catabolisme musculaire va être vraiment plus du côté du catabolisme musculaire, donc on va avoir du mal à créer de la masse musculaire. Ensuite il va y avoir tout ce qui est altération au niveau somatique, donc ça va être au niveau physique et aussi psychosomatique, donc par rapport aux capacités psychiques qui vont se refléter donc sur le corps. Et il va aussi avoir, donc ça c'est l'un des points les plus problématiques, entre guillemets pour le sportif, ça va être vraiment cette capacité au niveau neuromusculaire. Donc vous allez avoir beaucoup plus de mal à transférer l'information au niveau de la périphérie. Donc en termes de performance, ça va être vraiment problématique. Il va y avoir vraiment un problème au niveau de l'échange entre le système nerveux central et le système périphérique, voilà, tout simplement. Donc forcément une altération des performances. Donc ça c'est vraiment des marqueurs qui se mesurent. Donc c'est vraiment pour expliquer que c'est pas un état qu'on diagnostique comme ça tout seul, de manière isolée. Non, c'est vraiment quelque chose qui se diagnostique tout simplement de manière médicale. Hein. Donc allez consulter au cas où. Hein. Ne dites pas. Il faut consulter quoi du coup, un coach, quelqu'un de la Un coach n'est pas un médecin malheureusement. Non, un médecin. Mais un coach peut déduire justement ce genre de... Non, même pas. En fait, dans le bouquin que j'ai lu, les coachs les mecs qui faisaient des études sur le surentraînement et qui essaient de poser ce diagnostic-là, ils partaient du principe simple que les athlètes diagnostiqués en surentraînement, c'était ceux qui avaient une diminution constante des performances en l'absence de toute maladie médicalement diagnostiquée. Ok, d'accord.
C'est-à-dire tout simplement baisse les c'est- performances. Ouais, Bien. en fait, s'il n'y a pas d'explication médicale par rapport à une pathologie autre, en théorie, il n'y a pas de raison que tes performances baissent. Si tes performances baissent, c'est qu'il y a une composante du surentraînement qui entre en compte. Un des symptômes du syndrome du surentraînement. Ok. Et du coup, c'est comme ça que eux le posaient pour leur étude scientifique. Après, sinon, c'est un psychologue, c'est un Ouais. médecin que tu dois avoir. Parce que du coup, ça passe par, on l'a dit, c'est pas seulement les capacités physiques, c'est aussi corrélé à un état dépressif, des troubles de l'humeur. Du coup, on se rapproche du burn-out. C'est pas seulement un médecin du sport ou un spécialiste comme ça qui peut poser ce diagnostic-là. Faire appel à un psychologue du sport, ça peut être déjà la première bonne étape pour poser le diagnostic du surentraînement. Ouais. Du coup, vous, là, dans votre longue carrière de sportif, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de... Est-ce que vous avez déjà observé des premiers symptômes de surentraînement? Non, je dirais pas de surentraînement, mais d'une mauvaise gestion, on va dire. Enfin, c'était une fatigue un petit peu, pas chronique, mais qui durait un petit peu dans le temps. Mais c'était surtout le reflet d'une mauvaise gestion de mon hygiène de vie, tout simplement, même de l'environnement. Donc, des piliers de la récupération, hein, notamment du sommeil qui est le plus important. Et ça continue parfois. C'est vrai que le sommeil, on le répète souvent, hein, même si nous ne sommes pas les meilleurs exemples par rapport à ça. Toi, t'es bon quand même, toi, dans ça, non? Ouais, ça va. Ouais, Ta ouais. récup. Mais ça les va. gars, c'est vraiment. Enfin, moi, je le Ah, remarque. faut être c'est- discipliné. Ah, Faut être discipliné. ça En fait, pardonne il y a pas. des gens qui s'amusent à dire que la première drogue que vous pouvez, Ouais. que vous pouvez prendre quand vous commencez le sport, c'est d'avoir une hygiène de sommeil irréprochable. Ok. En fait, dis-toi que dormir correctement, bon, ça on pourrait faire un épisode entier sur ça, mais dormir correctement, ça va permettre à ton corps une récupération, une sécrétion de toutes les hormones de croissance, semblable à une cure de je ne sais quel produit. Ok. Ah, faut vraiment se C'est dire un que c'est un truc de game fou, en changer vrai. en fait. Ouais, ouais. Mais de toute façon, moi, je le remarque lorsque je fais une séance après Ouais, une nuit de ouais. sommeil qui a été compliquée. Je Ouais, vois la pareil, moi différence aussi, je vois directe. la différence. Ah, hein. direct. Ouais, donc c'est pour ça. Ça Si pardonne vous, pas. si vous dormez un peu aléatoirement, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas dans votre entraînement. On l'a dit, hein, en plus, la performance, le niveau de performance est plutôt oscillatoire. Du coup, ça doit pas être alarmant non plus. C'est juste un bon indicateur pour vous essayer de garder une bonne hygiène de vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut crier au syndrome de surentraînement tout Oui, oui, de bien suite. sûr. Euh, Victor, toi, t'as pas eu ce genre de choses? Bah si, quand même, on va dire, j'ai déjà eu quelques blessures, mais comme a dit Trésor, c'est plutôt pareil, une mauvaise gestion, on va dire, de l'entraînement, de la programmation, peut-être que j'en faisais trop, tu vois, donc... Ouais, mais et- encore une fois, si t'en fais trop, c'est peut-être du coup que t'as observé les premiers symptômes du surentraînement. C'est ça, tu vois, et comme tu as dit après aussi avec les éléments extérieurs comme le sommeil, le travail, tout ça qui joue, ben des fois tu es dans des niveaux de fatigue qui font que bah ouais, on va dire que tu es dans le surentraînement. Donc ouais, on va peut-être dire ça. Mais en musculation, euh, ça va encore, c'est peut-être plutôt, tu vois, à l'époque en escrime et tout, tu vois. Ouais. En plus, franchement, je m'entraînais pas comme un fou, tu vois. Mais les perfs, elles étaient jamais là. Et je sais pas si c'était non, je sais pas si on pourrait dire que c'était du surentraînement, mais pareil, une mauvaise gestion, tu vois, mauvaise gestion de un peu tout. Quand Et- même un genre de surmenage. Ouais, voilà, exactement, tu vois. Et j'arrivais à l'entraînement en mode pas déter et tout, et je faisais grave les choses à moitié, tu vois. Je sais pas si on peut dire que c'est. Si, bah si. Ça fait partie des symptômes du surentraînement, Surcharge le psychologique. ouais, non, mais C'est si, ça, mais le le désintérêt. désintéressement aussi de la C'est ça. discipline, aussi, enfin, le désintérêt éprouvé pour la discipline. Mais encore une fois, il y a beaucoup de symptômes différents. Et c'est ça aussi que moi, du coup, au travers de cette émission, je veux mettre en avant, c'est que il n'y a pas de limite définie où, oh là, t'as fait une série de plus, c'était la série trop où tu rentres Oui, dans le oui, surentraînement. ouais. C'est vraiment Ouais. compliqué, en fait, c'est très très flou. C'est vraiment compliqué de se dire que là, tu es effectivement surentraînement. Évidemment, plus tu augmentes ta charge de travail, et plus c'est facile à diagnostiquer. Mais encore une fois, vu que c'est une notion qui prend en compte tout ce qui se passe dans la vie et pas seulement à l'entraînement, et c'est ça qui est un peu trompeur, hein, c'est que quand on dit surentraînement, on pense seulement à l'entraînement. Ah ouais. Mais là, en l'occurrence, tu parles de ton hygiène de vie,
de ta motivation par rapport à tout ça, et du coup le fait que tu étais moins alerte sur tes entraînements, ça peut être un des premiers symptômes du surentraînement, sans pour autant que tu te dises bah ouais, je faisais beaucoup trop de séances d'escrime, je tirais beaucoup trop, et du coup j'étais fatigué à cause de ça. Non, c'est pas aussi simple que ça à imager. Du coup, vraiment se dire qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, que c'est tout autant psychologique que physique, et parfois même c'est d'abord psychologique avant d'être physique. Même si évidemment une baisse des performances va avoir un mauvais impact sur le moral, le mental, la motivation par rapport à la discipline. Après, c'est dans ces moments-là aussi qu'on se forge un mental et qu'on revient plus fort. Hein. Faut pas, Après, il faut pas aussi, baisser les bras. il faut faire attention aussi parce qu'il faut se dire que les progrès ne sont pas non plus tout le temps linéaires. C'est ça. Vous progressez pas constamment chaque année. Donc il faut quand même être conscient que parfois vous allez soit avoir une certaine stagnation, soit baisse de performance. Non, c'est un peu compliqué, mais en général, vous allez arriver à un plateau. Du coup, il ne faut pas s'attendre non plus à progresser tout le temps. Donc, dès que vous arrivez à ce plateau-là, ne vous dites pas non plus que là, c'est vous êtes en surentraînement, que là, vous n'avez plus la capacité de travail. Non, c'est vraiment un syndrome, il ne faut pas oublier, c'est vraiment une accumulation de plusieurs symptômes. Donc, si vous avez un symptôme, déjà, ça peut vous mettre la puce à l'oreille, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment diagnostiquer un surentraînement. Donc, c'était important ce que tu disais, Maxime. Ouais, le surentraînement... faut vraiment garder de la distance avec ça, prendre du recul. C'est que il y a tellement de symptômes que techniquement on pourrait tous être en surentraînement, alors que parfois c'est juste t'es pas bien organisé autour de ton entraînement, pardon. T'as pas une bonne hygiène de vie, t'as mal programmé un bloc, ça va très très vite, et c'est pas pour autant qu'il faut lâcher et tout ça. Faut quand même persévérer, hein. Le sport c'est pas facile. En ce sens-là, c'est pas facile. La motivation, elle n'est pas toujours là, elle n'est pas toujours proportionnelle au résultat, etc. Donc faut vraiment faire attention à poser le diagnostic avec un professionnel, plutôt que de commencer à se diagnostiquer soi-même, ou même en soi. Moi là, je vous avoue que j'ai forcément eu des symptômes de surentraînement. Pour autant, vu que j'ai pas été suivi et que j'ai personne qui peut m'aider à avoir du recul sur ça, je vais avoir énormément de mal à vous dire que oui, j'ai eu une période avec un surentraînement. Il y a tellement de facteurs qui entrent en compte que c'est forcément un coach qui va te mettre la puce à l'oreille plus que toi-même. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il faut avoir du recul sur les choses que ton corps te dit, ce que tu peux observer sur la motivation, l'intérêt pour la discipline. Mais du coup, pour finir sur cette notion de surentraînement, pour vous, c'est quoi les risques d'un surentraînement ? C'est des grosses blessures qui, à terme, vont pas te faire durer dans le temps, tu vois. Ouais, et après, c'est ça. Le premier risque, c'est la blessure. Et ça peut compromettre après des carrières, des trucs comme ça, tu vois, bêtement. Bêtement, juste parce que tu t'es pas écouté ou que tu t'es pas senti, et puis voilà. Moi, je dirais les blessures. Blessures. Après, comme tu avais dit, les burn-out, tout ça. Ça, c'est ça. Faire très, très attention aussi à ça. Après, c'est ce que j'avais dit au niveau physiologique aussi. Ça peut se refléter. Enfin, au niveau hormonal, et c'est quand même, on va dire, une des fonctions vraiment qui est primordiale pour l'organisme. Hein, donc, Moi, je dirais que l'autre risque, c'est aussi l'arrêt de la discipline. Ouais, aussi. Ouais. Parce que du coup, surentraînement, burn-out, du coup, si on a un burn-out à cause d'un surentraînement, ou si même le surentraînement, on l'encaisse mal, et que le fait de plus progresser, ou le fait de plus s'intéresser à la discipline comme avant, ça peut faire arrêter la discipline, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Pour ça, il faut rester fort. Entourez-vous de bonnes personnes qui vous motivent malgré les moments difficiles. Et voilà. Exactement, parce que l'isolement, c'est un vrai sujet. Hein. Ouais. J'ai parlé au début d'isolement familial en étant un facteur de risque, mais c'est aussi une conséquence du surentraînement, plus qu'un facteur de risque. C'est que avec le surentraînement, vu qu'on se désintéresse de la discipline, ou qu'on est démotivé, on s'éloigne un petit peu de nos habitudes, et finalement on va s'isoler de nous-mêmes. On s'enferme, exactement. Donc c'est aussi sur ça qu'il faut faire attention. Et du coup, moi, je sais pas si vous aussi vous avez un petit conseil comme ça à donner, ou un petit mot de la fin. Moi, ce que je dirais par rapport au surentraînement, c'est que faut bien s'entourer pour que
l'entourage, les proches, puissent mettre la puce à l'oreille sur ce qu'ils observent, plus que de s'écouter. Enfin, il faut forcément s'écouter, mais plus que d'être trop attentif Ouais. à ce que notre corps nous dicte. Parce que dès une grosse séance, on peut avoir l'impression d'être en surentraînement. C'est vraiment compliqué. Du coup, dites-vous bien que c'est un processus qui dure dans le temps. Dans mon bouquin sur la préparation mentale, il parle de 2 semaines au moins, genre l'équivalent d'un bloc, je dirais, dans nos sports de force. Du coup, c'est vraiment un processus qui dure dans le temps et qui demande à ce qu'on pose un diagnostic. Donc sur ça, soyez attentifs. Ok. Un petit mot de fin, moi je dirais entourez-vous des bonnes personnes et ayez des avis extérieurs. Ouais. Parce que s'écouter c'est bien beau, mais mieux avoir des avis extérieurs, comme par exemple d'un coach, de professionnels de la santé, tout ça. Même de vos familles, amis, tout ça, n'hésitez pas. Et faut rester fort, malgré les moments difficiles. Parce que c'est jamais fini. Faut se dire que même si des fois on a des moments un peu bas, c'est ce qui va nous faire, on va dire, grandir, mûrir. Ouais, c'est compliqué. Et de là, rebondir et puis peut-être tout casser derrière, on sait jamais. C'est jamais tout blanc, tout noir. Faut pas se mettre des œillères, faut pas trop s'écouter. Enfin, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je dirais par rapport à l'entraînement, tout simplement déjà respecter les principes de l'entraînement. Donc, ça va être vraiment au niveau de la programmation. Et après, vraiment essayer d'optimiser toutes les choses que vous pouvez contrôler dans votre environnement. La récup. Donc, c'est ça. Donc, ça, essayer de l'optimiser au maximum pour vraiment essayer d'avoir une bonne gestion de tous ces facteurs de stress pour pas arriver à un épuisement total. Donc, tout simplement, ce serait le petit mot de la fin. Ouais, c'est ça, l'évolution, elle se fait de manière incrémentale. Si vous vous programmez vous-même et que vous ne voyez pas de progrès, la bonne chose à faire, c'est pas forcément d'augmenter le volume. Ouais. Parce que c'est là que du coup, on arrive au surentraînement. Non, une programmation, c'est un peu compliqué à mettre en place. Faut bien la réfléchir, partir de choses simples, de choses à la portée de tous et voir si on arrive à encaisser plus de volume. Et on l'a dit, mais c'est ça le premier levier sur lequel il faut jouer, le premier facteur de risque du surentraînement. C'est ça qu'il faut essayer de contrôler au maximum. Du coup, si vous avez des questions ou si jamais vous voulez vous faire suivre, etc., nous on vous invite grandement à le faire. Surtout par Ted Dips. Ted Dips, qui, on le rappelle, il a fait ma prog là, et en ce moment c'est très carré. Ouais. Franchement, j'aime bien, tu vois. Là, on n'est pas dans le surentraînement, on est dans le perfectionnisme excellent. Ouais, c'est ça. La clé, c'est de se faire suivre pour avoir un regard extérieur sur notre programmation, mais aussi pour avoir un avis externe par rapport à ce que notre corps exprime. Et puis même, parfois, en vrai, ça permet de relâcher une certaine pression, parce que c'est vrai que de se faire sa planif personnellement, on a tendance à être très exigeant, à mettre avoir beaucoup d'attentes par rapport à ça, et en général, ça peut rajouter aussi un certain stress. Donc ça permet aussi de relâcher un petit peu, de pas trop s'occuper de ça. C'est un gain de temps aussi, il faut le dire. Moi j'invite vraiment les gens à déléguer sur ce genre de choses. C'est un plaisir de faire une programmation, de la réfléchir et de prendre en compte tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on connaît. Pour autant, aller à la salle en ayant juste une feuille à suivre et en réfléchissant pas à autre chose, c'est vraiment confortable. Ça fait du bien. Ouais. Du coup, si vous avez les moyens de vous faire suivre par Ted Dips, foncez. C'est un peu onéreux, mais c'est un service de luxe, c'est qualitatif. C'est 100 € par mois. Ouais, minimum, voilà, c'est ça. 100 € par mois. Minimum pour l'instant. Pour le moment. Après, il n'y a plus beaucoup de place. Donc, allez dans ces DM. Allez dans ces DM. Vous voyez qu'en plus, il travaille beaucoup sur la création de contenu. Il vous partage ce qu'il apprend. J'espère qu'il est fier de lui, de ce qu'il produit, qu'il a de bons retours. Non, plus sérieusement, si vous pouvez vous faire suivre, nous, on vous invite à le faire. C'est peut-être le conseil à retenir pour pas forcément éviter le surentraînement, mais maîtriser le surentraînement. Ouais. Pour maîtriser le surentraînement, éviter que ça nous arrive ou être alerte au moment où ça arrive, être suivi, c'est la clé. Ouais. C'est la meilleure chose à faire. C'était super intéressant, les gars. Franchement, j'ai bien kiffé. Merci beaucoup. On espère que ça vous a appris des choses, que ça a étoffé votre réflexion. Vous avez bien vu qu'on ne vous a pas donné des clés en main pour diagnostiquer le surentraînement. C'est quelque chose de très compliqué, ça doit se faire par le médecin. Pour autant, il y a des choses à comprendre, des choses à connaître, une réflexion et des nuances à avoir. Donc, si jamais ça vous a appris des choses,
Faites-le nous savoir. Ouais, et puis merci de nous suivre sur ça et de nous encourager à continuer à proposer ce genre de contenu. Là maintenant, c'est l'heure du versus. C'est l'heure. Attention. Du coup, on va mettre un petit jingle et puis on va encore éteindre tes dips. On va éteindre tes dips. Parce que là, Les gars, je le- m'appelle pas le Dips. niveau- La dernière fois, c'était qui? C'était moi contre T-Gips encore? Ou quoi? ouais, c'est ça. Les gars, je préfère préciser, je ne m'appelle pas T-Dips. Mais si, ça va venir. TD Athlétique. TD Athlétique. Ouais, mais ça veut rien dites-nous, dire, vous préférez TD Athlétique. Ouais, TD dites-nous. Athlétique ou T-Gips? T-Dips, ouais. C'est même que pas c'est- TD Athletic, c'est TD Athletic Development. Voilà. Voilà, parce que lui, c'est le pro du Dips, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. nous. Ouais, c'est Non, ça, si- c'est si- son mouvement phare. Si vous préférez T-Dips, je changerai. En vrai de vrai, c'est quoi ton mouvement préféré en street? Bah, dis-le. En vrai, en vrai, il ça fait le varie. gamin, il veut juste pas dire les dips. Non, mais C'est en un vrai, gamin. ça varie. Non, le Dips, je kiffe, mais ça dépend. En Non, vrai, mais ça vas-y, dépend. c'est le dips quand même. Tu vas pas me dire que c'est le squat. Non, Non, c'est pas le squat. Non. Et tu Et- m'as dit que t'aimais pas les tractions parce que c'était full concentrique. Non, mais en vrai, squat, ça va, je kiffe, mais. Ouais, non, Dips. Ouais, voilà, c'est bien. Mais c'est bien, on a chacun notre truc, les gars. Ouais, c'est Non, vrai. après, muscle up, j'aime bien, mais je suis pas encore bon, quoi, c'est ça. Mais sinon, je pense Ouais. que si Ouais, j'étais bon, au je muscle pense up, que tout le monde dirait muscle up si ouais. on avait un niveau de Si on avait bâtard. un bon tu vois. niveau. Ouais, ouais. Non, mais moi j'aime bien. Enfin, moi, en fait, je vais dire muscle up parce que c'est le mouvement où je suis un peu meilleur par rapport à vous. Pour Mais léger. c'est pas pour autant. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas pour autant que je surkiffe et que je suis une bête. C'est juste. J'ai kiffé, quoi, toi. j'ai plus des facilités sur ça. Trésor, c'est les Après, dips. t'as- Toi, ce serait plus le squat. Ah, mais quand même, au squat, toi, t'es bon. Hein. Je veux dire, t'as Ouais, au squat, il est bon. t'as un très beau squat. Hein. Ouais, non, tu mais fais plaisir mais aussi. enfin, Il descend. j'ai un beau squat, mais. Ses petites fesses. Bon, ok, les gars. On Allez, va, on va on va cut. passer au G. On va se passer au fait jingle. tard, ouais. Bon, C'est le maître du versus, c'est Victor. Ouais, parce que j'ai perdu la dernière fois. Donc la dernière fois, c'était Trésor qui avait gagné, c'est ça. C'est ça. Là, du coup, nouveau match, Maxime contre Trésor. Ça va être très chaud, je pense, hein, parce que les deux sont bons, ils ont les connaissances. Non. Bon, quand même, quand même. Donc sans perdre de temps, Sans plus tarder. sans plus tarder, on va débuter ça. Donc, pour commencer, une petite question avec une petite date, les gars. Question culture G, la fameuse. C'est ça. Il y aura pas mal de culture G. Il y aura des questions, vous allez voir, où vous allez pouvoir remporter 2 points. Ah ouais, ok. Ça innove comme ça. Il y a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5. Ok. Il y en a 5. Alors, pour commencer, première question. En quelle année la Fédération internationale de powerlifting a-t-elle été fondée? Vous pouvez donner une petite fourchette. Je vais être Une très fourchette. loin, mais Je vais dire 1870. 1870. Moi, je vais dire 1995. 1995 pour toi. Ouais, non, plus 90 quand même. Les gars, Pour moi, ça fait suite au bodybuilding et lui, il est trop loin. Vraiment, il est trop loin. je suis loin. 1870, il n'y avait même pas les Jeux Olympiques modernes, gros. Non, mais vas-y. Bon, du coup, le point, il est pour moi. Merci, tes dips. Voilà. Donc, la réponse était 1972. Donc, Ah ouais, quand même, c'est plus tôt que ce que je pensais. Ouais, t'étais loin, le Trésor, quand Ouais, même. très loin. Qu'est-ce qui t'a pris, Pourquoi Trésor? t'as pensé aussi loin? Je sais même pas. Tu sais pas? Ok. Il est bourré. Non. Alors, attention, les gars. Une petite question, il va falloir me citer. Le plus de sport de force possible que vous connaissez. Plus de sport de force possible que vous connaissez. Ouais, mais c'est compliqué en vrai, parce que Non, tout c'est- est force, en vrai. Mais à quel point tu vois ça? Ouais, moi, je me suis déjà embrouillé avec des profs Sport de sur la force. définition Ouais. du sport de force. Sport de Tout force. est force pour moi. Ah ouais? Bah ouais, en vrai tu peux. Le rugby, c'est un sport de force pour toi? Non. Bah, dans la définition On- qu'on en a en nutrition, c'est un sport de force. Ok, ben on enlève tout ce qui est sport collectif et du style athlétisme et tout, lancer de poids et tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, en fait tu parles Vraiment, en compétition. voilà, des sports- des tu vas sports. être jugé sur ta force maximale. Exactement. Ok, ouais. Exactement. Du coup, on dit quoi? On dit chacun notre tour un truc Ouais, et ils ont- celui qui arrive en cité, il perd. Exactement. C'est une petite enchère. Bon, on va donner la main à Ted Dips parce que il a un point en moins. Street lifting. Force athlétique. Ok.
Kettlebell. Ouais, Haltérophilie. ouais. Body. Enfin, après, c'est. Ouais, je sais Ouais, pas. pour moi, c'est Ouais. pas un sport. Moi, c'est- moi, je l'ai pas mis dans le sport de force. Hein. Bah. Statique. Quand tu dis statique, c'est quoi? C'est C'est une discipline du street workout. donc de calisthénie. Ouais. Ok, vas-y, calisthénie, c'est bon. Ah, du coup, je peux pas dire c'est un rep. Si, bah si. Si tu veux, ouais. Bah, c'est toi l'arbitre. Vas-y, Parce que vas-y. du coup, lui, il parlait statique. Moi, je parle Vas-y. plus de 7 rep dans le street workout. La gym, en vrai. Ouais. Ouais, Moi, ça la gym, compte. je la Ça mettrais. compte, j'ai mis dans le street workout aussi. Le strongman. Ouais, fort. Il y en a encore un. Ouais, moi, j'en ai encore 2. Encore deux, toi? J'ai envie de voir lesquels t'as. Je suis meilleur que le maître du jeu. Let's go. Non. On rappelle, ça fait 1-0 pour Maxime. Hein, pour le moment. Ouais, là, on a égalité. Si j'en cite un de plus. Non, j'ai pas. T'as rien d'autre, tes dips? Non. Bah, on a le crossfit. Exactement. Et on a le mace lifting. Exactement. Discipline Life Force. Ouais, il y Et a on a aussi le bras de fer sportif. Exactement. Ah ouais. Oh là On là a là aussi- là là. On Il a tout aussi dit. le street curl. Ah oui, le street curl. je Et on l'avais a pas aussi dit, le hein. développé couché. Il y a des compétitions Ah ouais, uniquement le de bench. développé couché. Ouais, bench only, ouais, c'est vrai. Et après, t'as le powerlifting. Le powerlifting équipé. Ouais. Du coup, à l'inverse du raw. Donc, ouais, non, il en restait pas mal encore. Pas mal. Et hein, puis, Max. genre, il y en a encore plein que. Moi, j'en avais plus. Hein. Franchement, tu les avais Que tous j'en ai dit pas. après. Non, franchement, fort. Donc, on est sur un 2-0 pour Maxime. Attention, les On gars. l'éteint comme prévu. Attends, là, c'est une question Ils à le savent 2 très points. bien. Question à 2 points. Donc, Trésor, à tout moment, tu peux revenir à 2 partout. Alors, écoutez. Ouah, bien. s'il a les points, je sais. En plus, c'est assez bidon. Enfin, c'est bidon, faut le savoir quand même. Quel athlète de street lifting a fait le plus gros total en compétition, toutes catégories confondues, et quel est le total qu'il a fait? Ouah, c'est Baki qui a le record, non? Pour moi, c'est Baki qui a le record du monde. Ok, et toi? Ouais, mais athlète quoi? Athlète international. Athlète de street lifting, ouais, international. Il y a une fédération internationale, c'est l'ISF, non? La fédération. Ouais, je crois, c'est ça, ouais. Parce que moi, je. vois C'est quoi bien, là, En fait, c'est quoi tes sources? un Ukrainien là. Je sais plus comment Non, il moi, c'est par rapport au championnat du monde. Ok. Du coup, organisé par l'ISF. Ouais. Ok. Toi, t'as quoi, toi? s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais. Après, le problème, c'est qu'il a des records, mais pas officiels. Ouais, mais Voilà, c'est pour ça. c'est pour ça. ça Mais qui c'est le problème de la discipline, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui C'est sont pour pas ça, encore officiel. établies. Ah, officiel. Ouais. Mhm. Bah, moi, j'en ai un, mais j'ai pas son nom. Donc, Bah, du coup, t'en as pas. ouais. Donc, toi, tu dis Baki. Est-ce que tu veux que je dise en total? Ouais, donc, attends, déjà, on va voir qui a le point sur l'athlète. Donc, toi, tu dis Baki, et toi, tu sais pas, du coup. Bah, du coup, non. Enfin, Maxime qui remporte le point sur l'athlète, qui a été Baki, exactement. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y avait 2 points. Ok. Ouais. Et pour le le total, on fait un genre de au plus proche. Si vous voulez, ouais, on peut faire. Parce que pour moi, l'enjeu là dont tu parlais, c'était de passer les 600. Du coup, il a un peu moins que ça. Ouais. Si on fait le calcul, hein, il a 42,5, ouais, il a 42,5 OMU. 160. Traction, il a passé quoi? Il avait 105, je crois, et 160. Il a passé 105 en compète? Ouais. Pour moi, peut-être pas à la compète, là, championnat du monde, mais. Ouais, non, mais c'est pour ça. Pour Ah, moi, bah, il était un peu en dessous. Bah, il était Ouais, à ouais. 100 alors. Il était à 100. Et au squat, je crois, il avait. Ah non, je sais pas s'il y a eu squat à ce moment-là. Si, il y avait, je crois. À cette Pour moi, compète-là le total, il est autour de. Il a 541, un truc comme ça. Non, mais attends, tu parles de quelle compète? Parce que moi. Les derniers championnats du monde. Il y avait le squat. Hein. Ouais, en fait, 540, c'est peut-être pas beaucoup. Attends, on refait le calcul. Il y a 140, 160, 300, 200. Ouais, en vrai, Il est- non, si, il y a peut-être Il a 540. fait hein. combien au squat? Je sais plus, il avait fait 200. Pour moi, il a 220 en compète 220 et facile. quelques, ouais, 220 et quelques. Pour moi, 225, c'est je crois. 540. En vrai, avec le calcul, 540, on est ok. peut-être 530, 540. Et toi, Trésor? Trésor, il commence à Trésor, checker, vas-y, il triche. calcule Non, mais et gros. tout. Non, même pas. Non, mais- du tout. Non, j'ai mon téléphone. Non, mais gros. Attention, monsieur il l'arbitre. va y avoir des Non, points de mais parce- pénalité, il va y non, mais avoir parce des cartons Tu yellow. parles de cette compète? Non, la dernière, c'est pas la dernière, celle-là. C'était quoi? La dernière, il n'y avait pas Ça, Ludo. hein. ça, c'était en Ukraine, gros. Là, tu vas en Ukraine, c'est la guerre, mec. Non, mais là, il y avait pas Ludo aussi. Hein. Ouais, il y avait pas Ludo. Il y avait pas Ludo aussi. Ouais, les deux, il les a Mais pas faites. C'était quand alors? C'était à Mais la dernière, c'était il y à avait- Berlin. C'était à Berlin. c'était- Ah ok, ouais, c'était en Allemagne, je me ouais, souviens. ouais, en Allemagne. Ouais. Ok, d'accord. Bon, allez, Trésor, un petit total, du coup.
Parce que là, il a remporté le point sur l'athlète, donc il a 3-0. Là, tu peux peut-être gagner un petit point sur le total. Il a dit 540, c'est ça? Ouais, je veux dire 540. 540. Total, pour moi, il avait fait 105. Il n'avait pas fait 42,5. Je crois qu'il avait fait 40 au muscle up. 105. Ouais, 105 aux tractions. Au dips, il avait refait 160. Il avait pas eu 165. Et au squat, je dirais qu'il avait eu 230. Donc, j'ai pas fait le calcul, mais. Approximativement, tu dirais. Bon, attends, on va faire précis. Ouais, c'est un gamin. Ah non, mais tu vois. C'est un gamin. On va faire précis. Parce qu'en vrai, 540, j'ai été gourmand. Du coup, il a juste à dire 530 et il a le point. Je dis ça. Ouais, 535. 535, 540. Bien joué. Trésor qui remporte le point sur le total qui était de 532,5 kilos. Ah ouais, vraiment. Ouais, pas mal en vrai. Donc, on est sur du 3-1, c'est ça? Ouais. 3-1. Voilà, la Maxime qui met une piquette quand même, si je peux me permettre, Trésor. Si je peux me permettre. Alors, attention. Nouvelle question. Toujours sur... Ah non, là, on va faire le juste prix. Tiens, on va faire le juste prix. Alors, moi, vous savez, je fais du squat, tout ça. J'aimerais bien m'acheter une paire de genouillères SBD. OK? Alors, d'après vous, combien coûte une paire de genouillères de force Moi, je le sais. SBD Bah là, il va connaître. Ouais. sur le site? Je dirais, je sais pas. J'avais déjà posé la question, du coup, j'ai ouais regardé le prix. Je crois 60 balles. Ouais. 60 balles pour toi? Je crois qu'elles sont plus autour de 80. Mais tu parles de la version haltérophilie ou la version force? Force, Ok. parce qu'exactement, j'ai vu que... La version haltérophilie, elle est plus chère, il me semble. Ouais, exactement, t'es bien renseigné. Ouais, non, pour moi, c'est autour de 80. 80 et toi? Ouais, 60. 65. C'était 74,99 € pour la paire de genouillères de force SBD. Et comme tu as dit, Maxime, exactement, il y a des genouillères exprès pour l'haltéro. Ouais, J'ai regardé, donc c'est juste l'épaisseur qui change. c'est ça. Ce que je comprends pas, c'est que pour l'haltéro, c'est moins épais que pour la force et c'est plus cher. Genre, c'est un millimètre, j'ai vu, enfin, il y a 5 millimètres de, je sais plus comment ils appellent ça, L'épaisseur? Ouais, non, ouais, d'épaisseur, mais Ah, la matière? ouais, la matière, je sais plus comment ils appellent C'est ça. du néoprène, je crois. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Juste, il y en a moins, mais c'est plus cher. C'est ça que j'ai pas trop compris. Et est-ce que tu sais la différence réelle entre ces deux? Bah, en fait, c'est que c'est pas les mêmes normes déjà. Et il faut savoir que les genouillères d'haltéro, elles sont moins hautes que les genouillères de force. Les genouillères de force, c'est vraiment la hauteur d'une bouteille d'eau presque. Ok, d'accord. Alors ça, que les vraiment genouillères juste d'haltéro sont un peu plus courtes. juste pour le genou, quoi, à fond. Ouais, en gros, ouais. Ok. Et vu qu'elles sont plus fines, elles sont plus faciles à porter et ça va moins bloquer la flexion. Enfin, en haltéro, on a le droit de mettre même des bancs de genoux. Ce qu'on veut pas en haltéro, c'est avoir des genouillères trop serrées qui réduisent l'amplitude au squat ou alors qui retardent la flexion. Mettons, tu fais un épaulé, tu dois tirer ta barre et te placer en dessous très vite. Si tu as des genouillères qui t'empêchent de te fléchir très vite sous la barre, bah, potentiellement c'est un frein. Ok. Du coup, il faut pas des genouillères. Enfin, faire de l'haltéro avec des genouillères SBD de force athlétique, c'est un peu plus compliqué. Ok. Ça se fait aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Moi, tu vois, je pensais que ça allait rien trop, enfin, pas trop changer, justement. Ok. Bah, intéressant. Mais après, ça dépend aussi des normes, hein, je sais pas, mais je crois que les genouillères d'haltéro sont pas IPF, alors que bah, les vraies genouillères le sont. Mais je sais pas si elles sont aux normes IWF. Ok. Donc, on est sur du 4-1. Je vois Trésor, il a le démon. Il est trop vénère. Attention, dernière question. Pareil, 2 points. Peut-être que, bon, 4-1, peut-être tu vas remonter à 4-3, on sait jamais, pour le fun. Donc, en quelle année la créatine a-t-elle été découverte pour la première fois et par qui elle a été découverte? Donc, l'année et celui qui l'a découverte. À savoir, c'est bon à savoir. J'ai découvert ça dans le magazine Sport et Vie, c'était intéressant. Ils avaient fait un petit article sur la créatine, c'était intéressant à lire. Bon, enfin, vu que j'ai gagné le jeu, je vais me placer en premier. Vas-y. C'est un Français qui l'a découvert, non? Exactement. Et il me semble qu'il a découvert dans les années 30. Moi, 1930. j'aurais dit 1950, un truc comme ça. 1900. T'es bien parti. Donc, J'ai pas le nom du gars. Hein. ok. Donc, sur Enfin, vas-y, je vais dire. Il s'appelle Eugène.
Et mec, t'es bouillant. Jure, c'est ça? Mais mec, Mais ouais. mec. Et lui, Et il par est bon. contre, gros, je sais C'est pas d'où je te Eugène. sors ça. C'est pas enfin, il y a Eugène, mais c'est pas son blaze en entier. Ah merde. Non, mais Mais oui, c'est j'ai bon. pas son nom entier, mais. Mais t'es bon. Non, mais ça. Enfin, il y a moyen que ça me dise quelque chose. Mais ouais, du coup, c'est un français. Français, bon, franchement, t'es bon sur ça. Toi, donc du coup, la date, les gars. La date Ouais, de moi, découverte. je sais pas du tout. 1930 et toi? Ouais. 1940, ouais. Ok. Donc vous étiez loin tous les deux. C'était 1832. 1832. Ouais. Ouais, Première c'est tout. découverte de la créatine C'est tout. par. Du coup, vous l'avez pas le. Non, pas du tout. Non. Par François-Michel Eugène Chevreul. Ah, mais si, gros. Ouais, Mais Chevreul, ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais. Et, Mais en fait, je suis con, mais moi, j'ai réfléchi par rapport au complément plus que par rapport au substrat énergétique. Ouais. Du coup, je l'aurais mis beaucoup plus tôt. C'est ça, il les a Je suis découverts tout simplement. Ils ont eu Ouais, des moi aussi. recherches sur. Mais gros. Complément aussi, ouais. Ouais, de ouf. Alors Ouais. qu'en vrai, c'est un substrat énergétique. Ouais. Du coup, ils l'ont forcément découvert. C'est ça. Du coup, 1800 quoi, t'as dit? 1832. Ok. Et pour info, François-Michel Eugène, il est mort à 102 ans. Vous imaginez à son époque? Le boss. Ouais, 102 ans dans les années comme ça, là. Incroyable. Incroyable. Hein. Donc, on est sur une défaite de Trésor, si je puis me permettre. Ah ouais, c'est moi, ça lourd. me fait plaisir. Moi, ça me fait C'est plaisir, lourd. franchement. Après toutes ces défaites, voilà. Donc, ça veut dire que Maxime gagne ce versus 4-1. Bravo à toi, Maxime. Merci. Trésor. Merci, monsieur l'arbitre. Pour le prochain, du coup, épisode de MVT, tu vas devoir faire le quiz. Ah, franchement, on va voir. Parce que là, Il vous va avez des se questions ven- faciles, mais il là, va on se va voir. venger fort, comme il faut. Ah, tu vas mettre des trucs durs. Ah, frérot, vous Ah, êtes pas on va prêts. tous les deux finir à zéro, en vrai. Lui, il va s'enlever Non, sur non, mais scientifique. c'est tous les sujets. Force, sciences de l'entraînement, nutrition, Même prépa. lifestyle, Prépa, ouais, en Tous vrai. les prépa sports. physique générale, tu veux dire? Tous les sports. Ah, tous les sports, je sais pas. Après, ça dépend. Ça que dépend. moi, Non, mais moi, vas-y, je- gros. moi, je Non, en dis vrai, que- je vais pas dire tous les sports parce que sinon vous allez commencer à parler de foot et moi j'en ai rien à foutre de ce Ah, sport. du foot. Ouais, c'est le jeu. Non, BG. On est sur une émission. En Les fait, gars. Il veut que des questions. Non, les gars. Les gars, Et c'est un escroc. on est sur Pump. Bah, c'est prépa physique. Prépa physique, ça touche tous les sports. Ouais, mais à ce moment-là, tu me parles pas de culture G de foot. Bah non, mais tu peux parler. En soi, regarde, on parle de culture G, de plein de trucs qui n'ont pas forcément à voir avec Pump. Ah si, ça a un rapport avec la nutrition, les sciences, Ouais. Non. Ouais. Non, mais Parce si que je toi, commence par à parler exemple, de... Par exemple, toi, tu pensais à quoi combien de Ligue des Champions a gagné le Real Non, Madrid, un truc non. comme ça? Ok, Même ok. des trucs de sport de combat un petit peu. Ah oui, ok. Ah, ça peut être, Bah bien sûr, voilà. Au pire, On va tester. vous nous dites, les gars, en commentaire, tout ça, si ça vous plaît ça vous plairait d'avoir des quiz un peu sur un peu tout, sur tous les sports, tout ça. Ouais, bah ça peut être intéressant. En vrai, ça peut élargir un petit peu les connaissances, je trouve. Vous nous dites. Et Trésor, il fera un bon petit quiz comme il se doit. J'ai peur un peu des questions que tu vas poser. En fait, j'ai peur du scientifique que tu vas poser. Des questions scientifiques. Non. que tu vas Bah moi, je suis plus chaud qu'on étoffe... Enfin, justement, t'as des connaissances sur ça, du coup, je suis plus chaud qu'on étoffe la réflexion sur ça, parce que le but, c'est quand même d'apporter un maximum de Ouais, connaissances, bien sûr, de bien sûr. réflexion, enfin, des connaissances, du coup, aux gens qui nous écoutent. Et je pars du principe que les gens sont là pour nous... Enfin, les gens qui nous écoutent sont là pour le street, l'haltéro, C'est sûr. peut-être la nutrition pour l'hypertrophie. On parle pas de perte de poids, mais on pourrait aussi, parce qu'on est calé en nutrition. Trésor, il est bientôt diététicien. Bientôt diététicien diplômé d'État. Mais du coup, pour moi, les sports de combat, ça peut avoir sa place à la limite, dans la mesure où il y a des enjeux de catégorie de poids. Mais tous les sports co, etc., Ouais, moi, non, on va pas moi, ça abuser. ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse un peu moins. Je trouve ça un peu moins cohérent par rapport C'est sûr. à notre émission. Mais encore une fois, si vous voulez qu'on en parle, moi, je peux accepter qu'on fasse un petit hors-série sur la culture G dans le sport en général. Voilà, une petite question hors sujet. Et puis voilà, enfin, on peut faire un épisode hors-série. Hein. Ouais, toujours une petite question là pour voir. Il veut se Petite question là pour voir un petit peu. Bon les gars, du coup, merci de nous avoir suivis dans cette émission. C'est ici qu'on sonne le clap de fin. Bon, vous l'avez compris, hein, nous on aime bien faire les choses en fonction de ce que vous nous proposez, de ce que vous nous dites. Du coup, partagez-nous votre avis sur nos réseaux. Moi je dis nos réseaux, mais actuellement c'est principalement Instagram. Hein. Ouais, sur Insta, MVTgram, on rappelle. Et il y a comme d'hab, il y a nos Instagram respectifs. Ouais, suivez fort. Hein. Il y a le coach Chedips qui propose beaucoup de contenu. Ouais.
Victor DRKS Lifting, c'est ça? C'est ça exactement. Qui va Pas mal proposer de beaucoup de stories, contenu tout aussi ça. sur l'entraînement, qui va vous montrer comment il va devenir champion du monde et qui va détrôner Baki. Du Oula. coup, Sous pression direct. allez suivre tout ça. N'oubliez pas, hein, nous, cette émission, on l'a fait surtout pour vous. C'est un plaisir de tourner ça, de vous partager nos connaissances. Nous, on étoffe nos réflexions, etc. On aime bien échanger sur ça. Mais du coup, si vous voulez participer à l'évolution du podcast, nous, ça nous fera plaisir de vous le permettre. D'ici là, on vous envoie beaucoup de force C'est ça. à la salle, au taf, en cours. Hein. Ouais, Vous comme connaissez comme De d'hab. ouf. Et n'oubliez pas, votre progression n'a pas de limite. Alors croyez en vous. Let's go. C'était MVT. Merci À à la vous. prochaine, les gars. Ouais, à la prochaine. On vous dit à la prochaine.